Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Sport Sud, votre rendez-vous hebdomadaire du lundi soir sur TV Sud Camargue-Cévennes. Tous les résultats, toutes les images du week-end sportif dans le Gard et plus largement à Languedoc-Roussillon avec, vous le verrez en toute fin d'émission, un large retour sur la qualification du MHR pour la finale du top 14 de rugby. C'était victoire des rugbymen montpelliérains à l'unisson de la qualification pour les quarts de finale des rugbymen nîmois. C'est en Fédéral 2 et c'était face à Decazeville hier après-midi du côté du stade Nicolas Kaufmann. Qualification sur laquelle nous reviendrons avec le coach du RCNG, Jean-Michel Meunier, qui sera notre invité. Mais avant cela, pour ouvrir cette émission, une large page de football avec un retour sur la 38e et dernière journée de championnat, que ce soit du côté de la Ligue 2 avec une défaite du Nîmes Olympique à domicile au Costières face à Ajaccio. C'est Lille qui confirme son titre de champion de France avec ces résultats que nous allons découvrir à l'instant. Victoire des Lillois, c'était à domicile hier soir lors des derniers matchs qui se sont tous joués. 3-2, victoire du LOSC, les hommes du Rudy Garcia l'emportent face à Rennes. Arles-Avignon est défait à domicile 3-1 par Sochaux. Bordeaux l'emporte 2-0 par Montpellier. Victoire à l'extérieur de Toulouse sur la pelouse de Brest. Partage des points, 2 buts partout avec un doublé de Loïc Rémy entre le stade. Victoire à l'extérieur encore, cette fois-ci de la JOCR sur la pelouse de Lorient. Autre victoire à l'extérieur, fatale hélas pour l'AS Monaco. Lyon l'emporte 2-0 sur le Rocher. 4-0 carton de Nancy à domicile face au Racing Club de Lens. Saint-Etienne partage les points, 1 but partout avec le Paris Saint-Germain. Enfin, Valenciennes assure son maintien en Ligue 1 avec cette victoire 2-1 face à Nice, ce qui au niveau du classement final du championnat de France de Ligue 1 nous donne sur le podium donc Lille, premier champion de France, doublé coupe championnat avec 76 points, l'OM est deuxième avec 68 points, troisième Lyon 64 points, ça c'est en ce qui concerne les équipes qualifiées pour la Ligue des Champions. Paris est quatrième avec 60 points, cinquième Sochaux avec 58 et qui compte 2 points d'avance sur Rennes qui est sixième avec 56 points. Descendent en Ligue 2, on le savait, l'AC Arles-Avignon avec 20 points, le Racing Club de Lens 35 points et la grosse surprise de cette saison 2010-2011 de Ligue 1, la descente de l'AS Monaco l'année prochaine en Ligue 2. Justement, la Ligue 2, il va en être retour sur la 38e journée qui s'est déroulée vendredi soir sur les pelouses de Ligue 2 avec la réception du côté des Costières de l'AC Ajaccio qui venait à Nîmes pour obtenir son billet en Ligue 1 dans l'élite du football français. Beaucoup d'intérêt et d'enjeux autour de ce match alors que le Nîmes Olympique était d'ores et déjà condamné à évoluer la saison prochaine en national. Je vous propose de revivre les temps forts de cette partie et les buts avec la première réalisation signée l'attaquant némois qui, sur un service idéal de Posteraro dans la profondeur, va se jouer de Débès et ajuster un joli tir qui va finir dans les filets ajacciens. On le voit ici, le but de Mohamed Mchangama. Quelques minutes plus tard, très précisément dans le temps additionnel, eh bien, ce sont les joueurs d'Ajaccio qui vont tout d'abord égaliser à la 45e minute, alors que l'on revoit ici le service pour Mohamed Mchangama. À la 45e minute, c'est Rivière, vous allez voir sur ce coup de pied très bien frappé, les footballeurs corses qui, après 5 minutes de domination après l'ouverture du score, vont presser le but défendu ce soir-là par Edar Al-Shaibani, un tir légèrement détourné. Et c'est Rivière, l'un des buteurs ajaxiens, qui va trouver la faille pour le plus grand bonheur des supporters corses qui avaient fait le déplacement en nombre en terre. Un but partout entre le Nîmes Olympique et l'AC Ajaccio, alors que l'on renvoie ici le but au ralenti. Et c'est au retour des vestiaires, 3 minutes en début de deuxième mi-temps, que ce même Rivière va aggraver la marque et permettre à l'ACA de prendre un petit peu plus l'avantage au tableau d'affichage et de faire la course en tête, un avantage au score qui reste du match
ballon parfaitement capté par Rivière. Une défense nîmoise pour le moins passive sur cette action et un buteur congratulé par ses partenaires de jeu, des partenaires de jeu particulièrement actifs, que ce soit Diawara, Lipini que l'on voit ici. Lipini d'ailleurs qui a été averti, qui a reçu un carton jaune en toute fin de match. Ou encore dans cette équipe ajaxienne, le gros travail sur l'aile effectué par un ancien croco, artisan de la montée de cette équipe corse en Ligue 1. On voit ici la précision, le toucher de balle, le contrôle et la frappe parfaite de Rivière qui permet donc à Ajaccio de repartir avec les 3 points de la victoire du stade des Costières. Nouvelle défaite pour le Nîmes Olympique. On va le voir sur le tableau des résultats de cette 38e journée de Ligue 2. Avec donc la victoire d'Angers 1-0 face à Boulogne. Face à Dijon, donc 1-0, c'est une défaite qui ne va de Dijon en Ligue 1. Clermont s'impose 1-0 face à Boulogne-sur-Mer. Joli score du côté du Parc des Sports d'Annecy entre Evian Tonon-Gaillard, 4-3, victoire face à Metz. Beaucoup de buts également du côté de Parsemin de la pelouse d'Istres Ouest Provence, avec ce succès 5-3 face à Châteauroux. Une victoire à l'extérieur, celle de Reims, 2-1 sur la pelouse de Laval. C'est plutôt rare que Laval soit défait à domicile. Le carton de la soirée, il est pour Le Havre qui enfonce Grenoble en national, 5-0. De match qui perdait 2-0 face à Nantes et qui finalement inverse la tendance pour l'emporter 3-2. Malheureusement pour les Manceaux, la victoire d'Ajaccio les condamne à rester à la 4e place de ce classement de Ligue 2. Ajaccio, je l'ai dit, l'emporte 2-1 sur la pelouse de Nîmes. Sedan s'impose, mais ce ne sera insuffisant pour prétendre à la montée. 1-0 face à Tours. Enfin, Vannes l'emporte 1-0, vous l'avez vu. Vannes qui finit bien cette saison, tout en étant condamné à évoluer l'année prochaine en tableau de Ligue 2 avec la première place et le titre de champion de France de Ligue 2 pour Evian Tonon-Gaillard avec 67 points, 3 points d'avance sur Ajaccio, également qualifié pour la montée en Ligue 1, 3e place pour Dijon qui finit à égalité de points avec Le Mans mais qui bénéficie d'une meilleure différence de but, 3 points d'avance pour Dijon et Le Mans par rapport à Sedan en fin de tableau, vous le voyez. Grenoble finit à la place promise de Lanterne Rouge avec 33 points. Nîmes est 19e avec 37 points et 7 points, à savoir Vannes qui compte 44 points et un tout petit point de retard sur Metz qui sauve sa tête en Ligue 2. Un mot sur la CFA2 qui évoluait à domicile samedi après-midi du côté de l'annexe Les Costières. Une belle victoire de Nîmes enfin face à une équipe corse. Il s'agit de Corté qui l'emporte 3-0. Gardanne qui est aussi vainqueur face à la réserve de Montpellier 1-0. Le gros carton de la Alia qui s'impose sur la pelouse de Borgo 8-1, 0 partout entre la Valette et la réserve de Nice, 1-0 victoire de Bagnols-le-Pont qui finit bien sa saison face à Grasse. La Trinité-sur-Mer l'emporte 6-3 face à Marseille-Consola, beaucoup de buts dans cette journée de CFA2. Victoire également de Calvi face à Fréjus-Saint-Raphaël, 3-0. Toulon qui est défait à domicile par Bastia, 3-1 dans le cadre de cette 29e journée de CFA2. On va voir le classement immédiatement. Une victoire aux hommes de Franck Enduro de remonter à la 3e place de ce groupe E de CFA2. 12 points de retard sur Calvi. En fin de tableau, c'est Borgo qui ferme la marche. Et pour la prochaine et dernière journée, la 30e journée, eh bien, Nîmes, la réserve de Nîmes, se déplacera du côté des Alpes-Maritimes avec un match samedi prochain à 18 h face à la réserve de Nice, histoire de finir en beauté. En milieu de tableau, 10e avec 67 points. On espère que les fameux crocodilés finiront cette saison sur une nouvelle victoire. Du football, nous passons au handball avec la dernière journée du championnat de France de D2 féminine et malheureusement eh bien, une dernière défaite pour les filles de Bouillargues qui ont bu
en cette fin de saison le Calice jusqu'à Lali. Défaite samedi soir à domicile 21-30. L'un des clubs qui s'est illustré lors de cette saison. Celles-sur-Belle qui est vainqueur 30-27 face à Chambray. Mérignac qui l'emporte de 8 buts face à la Motte Rolex 39-31. 3 buts d'avance pour Noisy-le-Grand face à Plan de Cuc 33-30. Donc Bègle s'impose à l'extérieur 31-25 sur le parquet de Vaux-en-Velin. Victoire de Nice à domicile 28-21 face à Octeville. Le tableau final au niveau du classement, on va le voir immédiatement pour cette dernière journée avec Noisy-le-Grand qui donc finit en tête. 2 points d'avance sur Bègle, 7 sur Octeville-sur-Mer et vous le voyez, le Senal-Bouillargues qui retrouve cette place de lanterne rouge avec 32 points et 1 point de retard sur Plan de Cuc. Relégation donc pour l'équipe féminine de Bouillargues à laquelle on souhaite d'ores et déjà une excellente saison 2011-2012 avec le souhait de l'avoir très rapidement bien réintégré ce championnat de D2 féminine. Vous le savez, du côté de la D1 masculine, on a joué le week-end dernier. Les Nîmois avaient du côté du parquet de Nantes 33-21. Ce week-end, il y avait d'autres matchs qui ont été joués. On va le voir dans le cadre de ce récapitulatif des résultats de la 25e journée. Jeudi soir, match nul entre Toulouse et Dunkerque, 34 partout. Tremblay en France, Saint-Cyr l'emporte 24-21 devant Ivry. Saint-Raphaël est défait, malheureusement pour les Nîmois, par le Paris Handball 28-21 à domicile. Et puis Montpellier l'emporte à Cesson. Eh bien, relance tout l'intérêt et malheureusement aussi tous les enjeux concernant l'USAM Nîmes-Gard. Le Paris Handball est 13e avec 15 points. Dijon est toujours en lanterne rouge avec 13 points. Et le Paris Handball ne compte plus qu'un seul point de retard à la fois sur Ivry, sur Nîmes et sur Cesson. Donc tout va se jouer lors de la dernière journée, à savoir samedi prochain à 18h30. Soyez nombreux à venir encourager l'USAM du côté du Parnasse pour ce dernier match. Le classement est à égalité de points avec Nîmes. Victoire impérative pour les hommes de Laurent Pusségur. On rappelle les rencontres Dijon, Nantes, Istres, Toulouse, Nîmes, Ivry, Saint-Cyr, Cesson, Dunkerque, Chambéry, Montpellier, Saint-Raphaël et enfin Paris, Tremblay en France. Beaucoup d'enjeux dans le cadre de cette dernière journée du championnat de France de D1 masculine et victoire impérative pour les hommes de Laurent Pusségur. Voilà en ce qui concerne l'actualité du handball. On aura de Sport Sud de ce mois de juin, bien sûr les bilans respectifs des équipes de sport collectif nîmois, que ce soit en rugby, avec la préparation, vous le savez, de ce quart de finale à venir contre Rodez. On en reparlera tout à l'heure en fin d'émission avec Jean-Michel Meunier, ou encore jusqu'au 27 juin avec bien les représentants du handball masculin et féminin pour faire tous les bilans de la saison 2010-2011. Avant cela, nous allons observer une courte pause publicitaire et puis revenir avec nos invités pour évoquer un grand week-end sportif à venir les 3 et 4 juin prochains. À l'occasion du passage au numérique, votre magasin Leader Coast Nîmes Ville Active vous invite à ses portes ouvertes le jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 juin. Profitez d'une garantie de 5 ans offerte pour l'achat d'un écran plat. Leader Coast Ville Active à Nîmes. Pour tout renseignement, appelez le 04 66 30. Le site www.leadercoast.fr. Lorenz Ricci. Bonjour et bienvenue à la boucherie d'Audet, 4e génération de bouchers dans la région. Nous vous accueillons dans un nouveau magasin dans le caveau d'Héraclès sur la route nationale 113 à hauteur de Vergès. Nous avons sélectionné pour vous une viande de qualité bouchère, bœuf, veau, agneau, ainsi que du taureau race camarguaise que nous vendons toute l'année. Un rayon traiteur de l'entrée au dessert. Merci et à bientôt dans un de nos magasins.
requin. Voyons copains, les défenseurs de la mer donnent à voir et à savoir au Siquarium Gros du Roi. Le pont du Gard, site emblématique et vivant, inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO, vous accueille toute l'année. Venez y découvrir la maîtrise romaine de l'architecture et des aqueducs dans un écrin de verdure méditerranéen. Le site offre des espaces ludiques, un centre de ressources, un cinéma et la possibilité d'organiser vos séminaires. Où se déroulent de nombreux événements grand public. Le Pont du Gard vous invite à vivre une expérience unique, monumentale, magique, avec son spectacle Les Féeries du Pont, les 3 premiers week-ends de juin. Billetterie sur www.pontdugard.fr et dans les points de vente habituels. De Marseille entrera en gare voie 3. On pourrait se croire dans la salle d'attente d'une gare, mais les apparences sont trompeuses. Il s'agit en fait d'un musée, celui du chemin de fer. Né de la passion d'un homme tombé dans l'huile de rouage depuis tout petit, Jean-Paul Pignède délocalisa quelques pièces en sa possession de son domicile dans un local plus adapté au dépôt de la SNCF. Depuis, le musée s'est bien agrandi. Et j'ai eu l'opportunité parce que tous ces ateliers étaient vacants compte tenu que le dépôt de Nîmes avait fermé et tous les... Alors toutes ces salles qui étaient squattées plus ou moins parce que, il faut dire, à un moment donné, il y avait des gens qui avaient rien à faire avec le chemin de fer. Et puis moi, je me suis mis à squatter une pièce, puis 2 pièces. Puis vous voyez, je suis arrivé à avoir 7 pièces et peut-être une 8e bientôt. Au total, 3000 pièces se retrouvent exposées, de quelques trains miniatures aux objets les plus insolites. Ce musée met en avant l'évolution de toute une histoire qui débuta à Nîmes en 1839. À sa création, Jean-Pierre ne dévoila que de modestes articles, jusqu'à l'optique. La solution, pousser les murs de la galerie. Comme tout collectionneur, on commence par les petits objets. On va commencer par une plume, un bouton, une carte postale, une lanterne. Et puis, bon, quand on a la chance d'avoir une grande maison, et on dit rien à son épouse, mais on va commencer à ramasser une grosse pièce. Puis bon, quand on a la chance après par la suite de créer le musée, alors on va pouvoir rentrer vraiment des grosses pièces. Et depuis, on ne parle plus de musée. Il se visite en 2 heures, voire plus. Seul ou accompagné, chacun y trouve de quoi alimenter sa curiosité. Curiosité qui rime avec interrogation, une brèche dans laquelle s'engouffre Jean-Paul qui en profite pour faire passer le message de sa passion. Moi je vais faire passer un message, quelqu'un d'autre va en faire passer un autre, mais bon, de partager et d'essayer d'inculquer la même passion que j'ai moi. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont aussi passionnées que moi, sinon plus, vous voyez. Il faut savoir le faire. Adapte ses explications à la compréhension de tous. Et n'allez pas croire que les adultes sont les plus curieux. Non, non, les enfants à ce jeu-là distancent leurs parents. Les questions abondent dans tous les sens pour la plus grande joie du fondateur, fier de voir que la nouvelle génération s'attache aux valeurs de l'époque. Intéressant, même par des enfants de bas âge, il ne faut pas se tromper. On est vraiment surpris. Et là, je vais donner un petit coup de chapeau à la gente féminine, c'est que les meilleures questions viennent des filles. C'est comme ça, et espérons que ça le reste. Grâce à l'engouement des visiteurs, Jean-Paul et tous les bénévoles ne s'ennuient jamais. Ils redécouvrent les lieux qu'ils connaissent pourtant jusque dans les moindres recoins, ou presque. Je le découvre, ce musée, quand suivant les personnes. Parce que c'est vrai que bon, j'ai un fil rouge pratiquement. Bon, si j'ai des personnes de 3e âge, je raconte une histoire qui ne sera pas la même. Si j'ai des enfants, ça ne sera pas la même. D'ici 2011, une 8e salle de personne ne s'inquiète, car on sait déjà qu'elle sera vite remplie. Signe que l'épopée du chemin de fer a encore de beaux rails devant elle. Qu'il soit midi, 16h ou n'importe quel autre moment de la journée, c'est toujours l'heure d'une crêpe. Vous n'êtes pas d'accord? Et si nous allions goûter la nouvelle recette de Johann Magès, celle de la crêpe télémiroir?
Mais Johan, ne t'assieds pas. Allez, allez, au debout. Pour te faciliter un petit peu la tâche, j'énumère les... mais aussi 3 gros os bien frais, du sucre, du beurre fondu et de la farine. Enfin voilà, les bases même de la pâte à crêpes, rien d'exceptionnel jusque-là, mais pour le reste, Johan, c'est à toi. Alors il faut faire une pâte à crêpes avec beaucoup d'amour. La cuisine, ça se fait avec le cœur, vraiment avec le cœur, et le plaisir de partager pour être en famille. Le sucre, le lait, oui, j'ai les vaches à la cave, donc juste avant le service pour faire ma pâte à crêpes. Et la farine pour terminer, juste avant de mettre le beurre, pour vite se régaler et déguster les crêpes. Je vous conseille, il n'y a rien de plus simple, le tamis, et ça évite tous les soucis de grumeaux. Alors la crêpière, c'est très difficile à gérer au niveau de la température, pour pas que les crêpes accrochent, il ne faut pas qu'elles soient trop chaudes ou trop froides. C'est très complexe à gérer, il n'y a pas honte de se tromper, nul n'est parfait. J'ai voulu me différencier au niveau de la crêpe, j'ai voulu que ce soit une crêpe vraiment très légère. Pour pas qu'elle nous reste sur l'estomac pendant 3 heures, comme on dit, soit pas estoufaka. Reste l'étape de la garniture. Mais qu'est-ce qu'il y a au fait dans cette crêpe télémiroir? Il y a des pommes caramélisées dans la poêle, avec un petit peu de vanille, du sucre cassonade. On va l'incorporer sur la crêpe avec de la confiture d'orange et de figues. Et le mélange va vraiment être étonnant. La crêpe télémiroir, c'est une grande fierté de l'avoir sur ma nouvelle carte. Et ensuite on rabat la crêpe. Et donc là, vous prenez un petit peu de confiture pour parfumer votre crêpe autour et vous laissez cuire 2-3 minutes tant que la confiture soit chaude. Chose là, la chantilly, bien sûr. Faites maison, je vous prie. Il suffit juste d'une nouvelle capsule et d'avoir de bons muscles pour bien secouer. Pas très esthétique à faire ça. Non, Johan, pas du tout. Enfin, un peu tout de même. Allez, Johan, sois pas radin. Vas-y encore un peu. Ouh là là là, que c'est mieux. Donc je rajoute dessus sur la crêpe un petit peu de crumble qui parfume encore un petit peu plus. Ça met une petite touche sympathique. Du vrai chocolat, c'est pas de la... fait n'importe comment et n'importe où. Là qu'on fait fondre et on met dessus pour une petite touche de... Ah mais tu as tout à fait raison. La casserole, c'est pas un fruit de saison, donc on peut mettre du kiwi. Moi je mets un peu de banane actuellement pour faire la décoration dans mes assiettes. Je rajoute du sucre glace pour terminer la préparation. Donc voici la crêpe télémiroir. Non, c'est vrai. Je ne sais vraiment pas qui cela pourrait gêner. Mais alors vraiment pas. Hein. Peur des requins? Mais non, voyons, soyons copains. Les défenseurs de la mer donnent à voir et à savoir au Seaquarium Gros du Roi. Établissement Mourier, que le temps cède de l'argent, allez à l'essentiel, n'en perdez plus. Mourier. Personne n'accepte de conseils, mais tout le monde acceptera de faire des économies. Mourier, 3 générations de concessionnaires. De retour sur le plateau de sport week-end, nous allons parler de golf avant de vous je rappelle la qualification du MHR au niveau régional et national pour la grande finale du Stade de France sera l'équipe montpelliéraine de rugby face au Stade toulousain, l'une des grandes équipes de ce top 14 de rugby. Une belle qualification qui va à l'unisson au niveau local de la qualification du RCNG, le rugby club nîmois, pour les quarts de finale des playoffs de Fédéral 2. Une actualité que nous
Michel Meunier, une partie entière dédiée au rugby. On sait qu'il y a de nombreux amateurs de ballon ovale sur TV Sud. Avec nous ce soir, eh bien, 3 invités pour évoquer un rendez-vous sportif qui va concerner le golf sur les sites de Nîmes Campagne et de Nîmes Vacquerolles les 2, 3 et 4 juin prochains. Avec nous Philippe Boulet, bonsoir. Bonsoir. Jacques Robatel, bonsoir. Bonsoir. Président de l'ASPTT Nîmes Golf, et puis votre prédécesseur à ce poste, Jean-Pierre Ruel, bonsoir. Invitation pour évoquer ce 21e national de golf qui est annoncé le week-end à venir. Mais avant d'évoquer cette actualité en votre compagnie, un petit mot de tir à l'arc. Vous le savez, dans notre émission de Sport Sud, nous sommes attentifs à toutes les activités des clubs sportifs locaux nîmois. De bonnes nouvelles concernant justement les Nîmois au niveau du tir à l'arc en D1 avec une première journée des championnats de France qui se déroulait à Agen-Boé samedi et dimanche. L'équipe masculine et du côté féminin la seconde place. L'entraîneur Lionel Alasio et son équipe formée notamment par Thomas Joubert, par Geoffrey Barthes ont confirmé leur volonté de conserver justement leur titre de champion de France acquis l'an passé en 2010 avec 5 victoires lors des matchs proposés lors de cette première journée. Victoire face à Issy-les-Moulineaux, face à Périgny, face à Perpignan, face à Beuvarde. Donc classement général dominé par les Nîmois, également de belles prestations du côté de l'équipe féminine avec cette équipe entraînée par Olivier Grilla et une équipe composée de Zane Berzina, de Séverine Evangelisti, d'Émilie Garcia et de Karine Rançon, avec 5 matchs remportés lors de cette première journée face à Grande-Sainte, Rennes, les Pennes Mirabeau, Rochefort-sur-Mer ou encore Riom. Donc on le voit, le tir à l'arc nîmois continue de briller dans ce championnat de France de D1. On souhaite que les résultats aillent crescendo toujours. Victoire, on imagine, messieurs, Philippe Boulet, que vous êtes attentif au niveau associatif justement sur les résultats des autres clubs. Alors on sait que le sport collectif nîmois occupe le devant de la scène médiatique, mais de voir d'autres formations et d'autres clubs briller justement dans des compétitions nationales, c'est toujours important et ça motive les autres associations. Bien sûr, c'est moteur pour tout le sport et tous les clubs qui participent quotidiennement finalement et dans toute l'année à ce tissu et qui permet de former des futurs champions. Alors Jean-Pierre Ruel, on va parler de l'ASPTT Nîmes Golf. On sait que l'appellation même ASPTT est quand même assez répandue au niveau national. Est-ce que vous pourriez rappeler à nos téléspectateurs un petit peu tout ce qui se cache derrière cette appellation? Donc, nous sommes d'ailleurs aujourd'hui regroupés au sein de ce qu'on appelle la Fédération Française des ASPTT. C'est un sigle qui est apparu depuis 2 ans. À Nîmes, la SPTT, pour faire un petit peu l'historique, les statuts ont été déposés. C'est un club en histoire qui est certainement un des plus anciens de la ville, avec peut-être le Gazélec, qui a à peu près les mêmes structures, qui regroupe aujourd'hui environ 600 membres pour 17 disciplines. Le golf, quant à lui, a été créé en 1992. Et pour notre part, nous avons aujourd'hui 55 adhérents. Les autres disciplines sportives de notre maison, c'est les sports de combat comme le judo, aikido, karaté. Table qui jouait à National 1 l'année dernière, un tennis de table. Des sections importantes comme la randonnée qui regroupe environ 130 marcheurs. Et puis on a aussi du bridge, on a aussi le golf, le daro, les sports un peu plus intellectuels. Différents types de sports et de loisirs. Justement, vous évoquiez la création de la section golf en 1992. Voilà. J'imagine que vous réfléchissez d'ores et déjà au 20e anniversaire de l'association. Voilà, oui. Année sur le 21e national, puisque dès le début, la section a été créée en 92 et à partir de 94, on a commencé à participer à des compétitions régionales et ensuite nationales. Et bon, notre but a toujours été d'arriver un jour à faire ce national qui est un petit peu le summum des rencontres que nous pouvons organiser. Jusqu'à présent, nous étions cantonnés à des rencontres régionales ou locales,
Et puis bon, aujourd'hui, sous la houlette de mon successeur, mais bon, ceci dit, nos membres participent tout au long de l'année à diverses rencontres. Alors, donc, combien de membres justement d'ailleurs au niveau de... 55 membres au niveau de notre section. Donc des rencontres amicales lorsque nous sommes des sorties sur les golfs de Nîmes ou du ZES avec les membres de notre équipe, mais aussi au niveau régional, puisqu'il y a un championnat régional organisé avec les départements de l'Hérault, Aude et PO. Qui se déroule sur la fin de l'hiver et le début actifs et aux retraités de toutes les sections de golf d'entreprise, puisque la SPTT s'inscrit dans les championnats de golf d'entreprise. Et ensuite une compétition spécifique aux seniors, qui est là, qui une dizaine de rencontres. Et là, ils vont jouer jusqu'à Carcassonne, jusqu'à Avignon, voilà, se déplacent un peu plus loin. Jacques Rebattel, on l'a dit, ce 21e national de golf, les 2, 3 et 4 juin sur les sites de Nîmes Campagne et de Nîmes Vaquerolles, suppose, on l'imagine, au vu du nombre 60 venus des 4 coins de France, une préparation, une mobilisation toute particulière pour le club. 260, c'était peut-être un peu trop optimiste, 206 suffiront. On a inversé donc les deux chiffres. 206 suffiront. Effectivement, j'y suis dessus, enfin avec mon équipe depuis décembre 2010. Et bon, ça nous a pris pas mal de temps. Heureusement, je suis pas mal aidé par un groupe de bénévoles qui ont des compétences certaines, tant au niveau des médias, au niveau de que je ne peux ne pas nommer, qui s'appelle Christian Dardet, qui m'a été d'un grand secours. Et à partir de ces renforts et de ces aides, j'ai pu me lancer là-dedans. Bon, évidemment, ça fait... j'ai sollicité l'aide aussi de la mairie, du conseil général, etc., des différents sponsors. Et on a réussi à boucler notre budget. Et il n'y a plus que le temps qui... Je le dis souvent, il n'y a plus que la neige qui peut nous perturber, mais il semblerait que la fin de semaine... Et j'ai quelques angoisses à ce niveau-là, quoi. Dans votre mot de présentation, vous parlez de la section comme une petite section, mais en revanche, c'est quand même un événement qui est important. Et au niveau de la responsabilité et des moyens humains entrepris, on peut employer d'autres qualificatifs, certainement. C'est un gros projet de la section, enfin, c'est un grand challenge qu'on a soulevé, l'ancien président qui est à côté de moi l'avait toujours souhaité. Il n'a pas pu réaliser son rêve, on peut appeler ça un rêve. Et donc, on est parti dans ce nouveau projet. Et donc, je ne sais plus ce que je dois dire. Eh bien, on a abouti aujourd'hui, quoi. On a abouti aujourd'hui. Et donc on va présenter une équipe dont je serai le capitaine, mais notre objectif n'est pas purement sportif, il est plutôt sur la réussite de ce week-end et de ce tournoi. On souhaite rendre à tous les gens qui vont venir nous retrouver à Nîmes un petit peu du bonheur qu'on a reçu chez eux quand ils nous ont accueillis et qu'ils ont organisé eux-mêmes cette rencontre. Alors justement, sur la réception de ces participants, lorsqu'ils vont découvrir, peut-être pour certains, les sites des golfs de Nîmes Campagne et de Nîmes Vaquerolles, justement pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas cette pratique sportive, quels sont les atouts de deux sites comme ceux de Campagne et de Vaquerolles, les particularités, le relief au niveau de ces sites? Déjà, on peut peut-être parler du à jouer encore au golf. Le golf, il y a plusieurs façons de pratiquer. Le golf, c'est un loisir, c'est un jeu d'adresse et de psychologie aussi, qui demande quand même beaucoup de concentration. Voilà. Mais on peut le pratiquer comme un loisir ou comme un sport. Ça dépend ce qu'on veut faire, ça dépend si on a beaucoup de temps et consacré ou peu de temps. Et puis lorsqu'on joue régulièrement, il y a encore deux autres façons de jouer au golf. Il y a le brut, qui est le vrai golf, la valeur intrinsèque des joueurs, et puis il y a le net, qui permet à deux joueurs de niveaux totalement différents de se rencontrer, de faire une compétition les moins qualifiés peut battre celui qui est supérieur en brut. Alors c'est les index qui déterminent la qualité des joueurs. Un index, ça va de 0 à 36 dans la compétition de ce week-end. La majorité de nos joueurs sont en dessous de 10 d'index handicap
ce qu'on appelait auparavant le handicap, les index à un chiffre, quoi. Quand même beaucoup de très bons joueurs pour le classement brut, qui va permettre de déterminer donc le vainqueur de cette épreuve, c'est le classement brut. C'est après la réception des différentes délégations, un briefing des capitaines. Alors, Monsieur Robatel nous a dit que vous étiez le capitaine de la section nîmoise. Comment s'effectue ce briefing? Comment il va m'écouter à ce niveau-là? À ce moment-là, ils m'écouteront, les capitaines. En fait, on réunit les capitaines le jour de l'accueil de toutes les délégations pour leur donner les dernières recommandations, pour expliquer les tenants et les aboutissants de la compétition, les particularités de chaque parcours, etc. À ce niveau-là, les interviendront pour promouvoir leur golf, et c'est une façon de présenter leur golf, etc. Bon, on leur explique un petit peu, on règle toutes les parties financières, etc. Et bon, voilà. Donc cette réunion de briefing des capitaines se fera à Holiday Inn à 19h le jeudi soir. Ça va précéder un pot d'accueil, et ensuite la compétition va démarrer à partir du vendredi 3 juin. Matin, ouais. À partir un premier matinale, il faut en profiter avec bien les jours qui allongent et le soleil aussi qui se lève tôt. Tiens, en termes de communication, Philippe Boulet, est-ce que vous notez au niveau local, même départemental, une évolution, on va dire, de la réception du golf par ceux qui ne le pratiquent pas? On a toujours cette image peut-être un petit peu inaccessible avec les grands golfeurs au niveau international justement de cette pratique sportive. Est-ce que vous sentez justement un attrait majeur pour celle-ci au niveau nîmois? L'attrait majeur quand même qu'on voit, c'est sites qu'on a cités tout à l'heure, Vacquerolles et Campagne. Beaucoup de personnes viennent soit pratiquer pour leur loisir, soit commencer à faire des stages. On voit de plus en plus de stages qui sont organisés, de plus en plus de manifestations qui sont organisées. Je crois qu'il y a une envie que ça soit accessible à plus de monde, et plus de monde a envie que ça soit aussi accessible. Le golf, on en parle un peu plus. Alors c'est vrai que ça reste moins populaire, largement, même au niveau local, mais la tendance aujourd'hui, elle est quand même à ce que plus de personnes s'y intéressent et commencent à pratiquer. Et on voit beaucoup de jeunes et de très jeunes même qui passent leur mercredi à aller faire du golf plutôt que pratiquer un autre sport. On parlait au niveau départemental, excusez-moi, on parlait au niveau départemental des sites de Campagne et de Vacquerolles. Tout à l'heure, vous avez parlé du site d'Uzès. Oui. Aussi citer celui de Ribotte-les-Tavernes avec 9 trous. Peut-être expliquer la différence entre les deux types de parcours pour nos téléspectateurs. La différence, c'est tout simplement qu'il y a le double trou sur un 18, mais c'est... par rapport à la compétition, par rapport à la compétition, on ne peut pas faire une compétition sur un golf de 9 trous, une telle compétition, puisqu'on est obligé déjà de faire, avec l'engouement qu'on a dans les golfs d'entreprise, et notamment les PTT, on est obligé d'avoir 2 sites, donc Nîmes Campagne en l'occurrence et Nîmes Vacquerolles, pour accueillir tous nos compétiteurs. Donc, site et les joueurs alternant sur les 2 jours. Donc un site comme Uzès avec 9 trous, c'était impossible d'accueillir autant de monde et sur 2 jours, c'est pas possible. Et je voulais, pour étayer ce que disait Philippe tout à l'heure, dire qu'on ne passe pas la porte, on ne franchit pas le seuil d'un golf tout seul. Et au niveau de la SPTT et du golf d'entreprise en général, puisqu'il y a quand même 9 clubs, 9 sections dans le Gard, 9 associations d'entreprises dans le Gard, on forme beaucoup de joueurs qui après, parfois, souvent même nous quittent pour le golf de Campagne en l'occurrence et le golf de Vacquerolles, parce que pour faire des compétitions avec ces golfs-là, il faut être licencié chez eux et membre chez eux. Donc on perd un petit peu des joueurs qu'on a formés, mais on est là pour ça, c'est notre rôle. Deuxième journée de compétition, donc le samedi 4 juin, et la proclamation des résultats et la remise des trophées à partir de 20h. Un dernier mot, Jacques Robatel, avant de se quitter. Je tenais à signaler que la France a obtenu l'organisation de la Ryder Cup en 2018, et c'est à signaler. Le golf en France n'est pas mince, et donc j'encourage les gens à venir nous voir sur les parcours donc, de Campagne et de Vacquerolles vendredi et samedi.
il y aura du spectacle. À partir de 7h30. Et reste modeste, il y a un monde entre la Ryder Cup et nous. C'était un clin d'œil. Un palier supplémentaire de franchise. En tout cas, on vous souhaite une pleine réussite pour ce week-end de golf sur les sites nîmois. On se retrouve après une courte page de publicité avec le coach du RCNG, Jean-Michel Meunier. Il y sera. Peur des requins? Mais non, voyons, soyons copains. Les défenseurs de la mer donnent à voir et à savoir au Seaquarium Gros du Roi. Bonjour et bienvenue à la boucherie d'Audet, 4e génération de bouchers dans la région. Nous vous accueillons sur la route nationale 113 à hauteur de Vergès. Nous avons sélectionné pour vous une viande de qualité bouchère, bœuf, veau, agneau, ainsi que du taureau race camarguaise que nous vendons toute l'année. Un rayon traiteur de l'entrée au dessert. Merci et à bientôt dans un de nos magasins. De retour sur le plateau de sol et du handball nîmois, place au rugby, c'est la belle actualité de ce mais également plus largement en Languedoc-Roussillon, voire même dans les Bouches-du-Rhône, si on regarde ce qui s'est passé du côté de Marseille et du stade Vélodrome avec les demi-finales du top 14 de cette saison 2010-2011. Pour évoquer cette actualité avec la qualification du MHR, bien évidemment, en finale du top 14, mais également la qualification du RCNG pour les quarts de finale de Fédéral 2, l'entraîneur justement du club nîmois, Jean-Michel Meunier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va évoquer, je l'ai dit, ces bonnes rugby en Languedoc-Roussillon avec allez, un petit peu l'avant-match concernant l'actualité montpelliéraine, le MHR. Ce sont des couleurs, un maillot que vous connaissez bien, Jean-Michel Meunier. Est-ce que vous avez gardé un œil attentif justement sur l'évolution de cette année dans le top 14 pour le club montpelliérain ? Oui, un œil attentif et puis un œil intéressé, puisque d'un point de vue sportif, ils nous ont montré beaucoup de choses, et ils nous ont appris beaucoup de choses. Je trouve que le rugby un peu de son empreinte, et c'est avec grand plaisir que je les vois réussir leur saison. Le vendredi 27 mai, le stade Vélodrome vibrait à la qualification pour la finale de ce top 14 du stade toulousain avec cette victoire 29-6 face à Clermont-Auvergne. Le lendemain, toujours sur la pelouse marseillaise, c'est donc le MHR qui est allé prendre son billet pour le Stade de France en l'emportant 26-25 face à un gros bras de ce top 14, à savoir le Racing Métro 92. Je vous propose un résumé de cette Montpellier-Rennes. Le sujet est signé Olivier Brachard. Le match des supporters commence au péage d'Arles. Et ce n'est pas un chabal du dimanche qui va faire taire les près de 40 000 Montpelliérains en déplacement à Marseille. C'est le billet pour la finale. Ici, c'est Montpellier. Le MHR jouera à domicile et les supporters sont confiants. Alors, les supporters montpelliérains ont déjà gagné le match des supporters. Ah ben oui, c'est la banlieue. On est chez nous. Un petit pronostic pour aujourd'hui. Oh, je pense avec 6 points d'écart. Ah, pas mieux, 6 points d'écart. Je pense que ce serait pas mal déjà. L'important c'est gagner surtout. Le bonus défensif, on s'en fiche, toi. On s'en fout complet. De toute façon, on a pris nos places pour aller à la finale déjà. On imagine les frissons qu'ont dû ressentir Ouedraogo et ses copains lors de leur entrée dans ce stade aux couleurs de Montpellier. Jamais vu un stade comme ça, on n'a jamais joué à Montpellier devant, je sais pas, 50 000 spectateurs ou notre cause, qui ont poussé, qui ont chanté. À la fin, c'était vraiment la folie. J'ai reconnu des copains à moi dans les tribunes qui étaient déguisés, une ambiance formidable. Formidable aussi la première mi-temps du MHR, malgré des débuts un peu tendus. Au pied, Martin Bustos-Moyano assure les quelques pénalités qui lui sont confiées. À la différence de l'ouvreur du Racing, Wisniewski, en échec sur 2 tentatives en première mi-temps. 33e minute, le score est de 6 partout. Thomas Serfacaté, le deuxième ligne de Montpellier, par plein axe. Mirande sur sa gauche, qui inscrit le premier essai de son équipe.
13-6 à la pause, puis 20-6. Après 1 minute de jeu seulement, grâce à un beau travail de François Trinduc, Santi Fernandez n'a plus qu'à achever le travail. 10 minutes plus tard, Bustos Moyano creuse l'écart sur pénalité, 23-6. Le début des problèmes pour Montpellier. On fait des erreurs très bêtes, moi le premier, le carton jaune, après on les laisse dans la partie, enfin, je sais pas, on arrive en touche après les rucks. Après celui de Roff en première mi-temps, deuxième carton jaune pour le MHR, pour plaquage cathédral. Trinduc doit sortir 10 minutes et le Racing retrouve des couleurs. Superbe relance de Benjamin Fall, percée de 40 mètres et décalage pour le Fidjien Bobo qui écrase. Pas de transformation, mais à la 62e minute, Wisniewski marque un essai après de nombreux temps de jeu du Racing. On faisait un truc extraordinaire à 23-6. Après j'ai pensé qu'on allait perdre. Et j'étais en train de me dire, bon, on manque un peu de maturité encore, on n'a pas bien géré les trucs. J'étais en train de me penser ça, tu vois. Parce qu'on a cumulé plein de grossières erreurs. Je me disais, on a peut-être peur de gagner. 5 minutes à jouer, le puissant Kouvou aplati sur la ligne, presque en dessous des poteaux. 25-23 pour la première fois du match, le Métro Racing prend l'avantage. Mais heureusement ce n'est pas fini, 78e minute hors jeu du Racing, la pénalité de la gagne est accordée au Montpellierin. Pas de quoi impressionner l'Argentin Bustos Moyano. Elle passe entre les poteaux, 26-25 pour Montpellier. Voilà, Martin Bustos Moyano, il n'a pas tremblé. Il ne faut pas trembler là. Mais bon, il ne tremble pas trop. C'est un des joueurs. Voilà, cette équipe, elle a un petit supplément d'âme. Wisniewski loupe le trop de la gagne et c'est le MHR qui va en finale du top 14 grâce à un cocktail qui a fait recette toute l'année. On joue avec le cœur, une équipe depuis junior qu'on joue ensemble et je pense que c'est ça qui fait la différence aussi. C'est cette détermination, le cœur qu'on met à l'ouvrage ensemble et plus le petit projet de jeu quand même que les coachs nous apportent. Toulon, Castres, puis maintenant le Racing. Le conte de fées continue. Prochain et ultime défi, Toulouse au Stade de France en finale du top 14. Et la finale du top 14 qui se déroulera ce samedi 4 juin donc au Stade de France. Du côté de images, Jean-Michel Meunier, lorsqu'on entend les réactions des acteurs du MHR, on se sent qu'aujourd'hui c'est aussi la réussite d'un collectif qui se traduit par cette qualification. Oui, un collectif et puis aussi beaucoup de passion et au-delà de ce qu'on peut voir sur le petit écran, peut-être aussi tout le travail et toutes ces années de travail qui ont été effectuées par les joueurs mais aussi par le staff, par le club. C'est vrai qu'il faut aussi voir tout ce qui a été fait auparavant. Pour moi, c'est vraiment un des supporters qu'on entendait en début de reportage qui évoquaient le bonus défensif, qui disaient on s'en fiche finalement de voir cette générosité de la part aussi d'un public qui s'investit pour son club. Ouais, et d'un public et d'un peuple aussi, puisque en fait Montpellier est devenu ces 10 dernières années une ville de rugby et ça n'a pas toujours été le cas, il ne faut pas l'oublier, et une ville de rugby et une région de rugby. Là par contre ça a toujours été le cas, une région de rugby, et c'est agréable. On l'évoquera dans votre actualité concernant la Fédérale 2 et la fin de ces playoffs. Marseille est également une ville de rugby. C'est aussi étonnant de voir la configuration du stade Vélodrome en qualité de stade de rugby, et on voit la jauge et le potentiel pour ce sport. Je crois que c'est évident, ça a été repéré par tous, ce gros potentiel qu'il y a sur cette grande ville où il n'y a pas encore une grande équipe de rugby, mais on sent bien qu'il y a beaucoup de volonté pour qu'un jour il y en ait une. Allez, on va revenir sur l'actualité du RCNG avec ces 8e match aller qui s'était déroulé à Decazeville. Les Nîmois l'avaient emporté 16-10. Hier, nette victoire 31-19 du côté du stade Kaufmann. Pouvez-vous nous dire, Jean-Michel, un petit peu ce qui a présidé à la préparation de ce match, notamment concernant, on va dire, la fréquence très suivie pour les joueurs? On imagine que la récupération est difficile, notamment en ces week-ends de forte chaleur. Voilà, bon, nous, on avait axé la préparation d'abord autour de la récupération, ce qui nous
On joue dans un championnat où peut-être les garçons sont un peu moins habitués à enchaîner les performances. Et pour nous, c'était important de pouvoir répéter les performances. On avait fait un bon match à l'extérieur. Il fallait refaire un bon match à la maison et voire même hisser la barre un peu plus haut. Donc du coup, voilà, on a beaucoup axé la semaine sur la récupération. Est-ce que la double confrontation face à Castel-Sarrazin avait laissé des traces au tour précédent ? Je crois qu'un match de rugby, s'il ne laisse pas des traces, il faut se poser les bonnes questions. Donc effectivement, je pense que... Avec la réception de Casseville, donc du côté du stade Nicolas Kaufmann, je vous propose ce reportage compte rendu de match signé par Nicolas Penchino. En match retour des huitièmes de finale de Fédéral 2, le RCNG recevait de Casseville. Après leur victoire au match aller 16-10, les hommes de Jean-Michel Meunier devaient confirmer à la maison et ainsi poursuivre les objectifs de monter en Fédéral 1. Très vite, les Nîmois se montrent plus solides. Minutes, ils trouvent l'embut adverse. Le ton est donné. Parti d'une touche sur la gauche, la progression nîmoise semble inarrêtable pour les deux Cassevillois. Et c'est finalement Benjamin Généré qui surprend les Aveyronnais pour aplatir complètement à l'opposé du départ de l'action dans l'angle droit. Après ce premier essai, les visiteurs qui ne réussiront pas à percer la solide défense nîmoise profiteront de 3 pénalités. Coude avec les Gardois. 11-9 à la demi-heure de jeu pour les locaux. La libération arrivera 3 minutes plus tard. Les Rouges partent de leur camp, d'abord au centre puis en débordement sur la droite. C'est à nouveau les premières lignes qui vont reprendre le jeu au sol pour finalement pousser Hugo Bruchet qui conclura cette belle action collective. Mi-temps 18-9 avec les points pris à l'aller, la qualification pour les quarts de finale est quasiment acquise pour les Nîmois. Mais les Aveyronnais, venus avec une grosse délégation de supporters, vont Olivier Diomandé pour tenter quelques pénétrations. Et pourtant à la 55e, une fois de plus, ce sont les Nîmois qui au sortir d'une mêlée dans les 5 mètres adverses vont se montrer les plus solides et cette fois-ci au centre du terrain entre les poteaux. Bel essai collectif, les Nîmois ont su mériter leur qualification pour les quarts de finale. Les joueurs de Casseville n'ont pas à démériter non plus, ils auront fait honneur à leur public, allant arracher même à la 75e minute un essai. A noter la prestation du botteur nîmois Hugh Thomas, auteur de 2 transformations et 4 pénalités, qui a joué d'ailleurs ce match au poste de demi-mêlée. Au coup de sifflet final, les Nîmois peuvent être satisfaits de leur rencontre 31-19 et une qualification pour les quarts de finale en poche. Mais si une marche vient d'être franchie, l'objectif de la montée reste le plus important. On est plutôt encore un peu longue. Il va falloir qu'on arrive à être de plus en plus constant, les équipes vont être de plus en plus fortes. Donc je pense qu'il faut qu'on continue à garder notre sérieux dans la préparation des matchs, dans les entames de match et dans nos points forts qui sont là à la coquette. Je pense que les gros ont fait une belle partie aujourd'hui. On a appliqué, on savait qu'on avait fait une mi-temps à l'aller et là il fallait absolument gagner. On a mis les ingrédients pour, on s'est un peu relâché sur la fin, la chaleur, tout, donc c'est difficile. On est tombé sur une grosse équipe. Donc voilà, maintenant on va essayer de faire un match après match. Dans tous les matchs qu'on va nous rester, ça va être le 7 à Kabila. Les mecs ils ne pourront pas mourir. Alors il ne faudra pas qu'on se relâche. Là on a eu des passages à vide. C'est ce qui leur a donné un peu confiance. Mais là plus ça va aller, moins il faudra laisser de place à ça. On les a laissés revenir sur un petit peu nos temps faibles. C'est en ça que je pense qu'on a besoin d'un peu plus de constance sur la rencontre, arriver à gérer un peu mieux nos temps faibles.
Bon, c'est des choses qui vont venir un petit peu. Bon, là, on va déjà savourer ce soir, on va savourer la qualification. Et puis, je pense que Serge ou Yves, ils vont nous remettre un petit peu dans l'axe et nous appuyer là un petit peu où ça fait mal cette semaine pour qu'on puisse encore s'améliorer et faire une prestation encore meilleure. Et pour jouer en Fédéral 1 l'année prochaine, il faudra que les Nîmois viennent à bout de Rodez, qui s'est qualifié ce week-end face à Agde. Allez, remerciez tout le monde les gars, remercions tout le monde. Alors Jean-Michel Meunier, est-ce que, comme le suggérait Laurent Dumandé, vous allez appuyer là où ça fait mal cette semaine? Je crois qu'il a tout dit, hein, j'ai plus rien à dire. Je pense qu'on réalise une bonne prestation. Maintenant, on a un match très important, on a 2 matchs très importants qui nous attendent, où il va falloir se reposer peut-être sur une défense un peu plus hermétique, et puis éviter d'avoir ces moments de flottement et poser un petit peu plus notre jeu, peut-être être un peu plus intelligent et un peu plus stratégique. Justement, lorsqu'il évoque la nécessité d'acquérir plus de constance dans le jeu, ça passe par quoi au niveau de... Donc, là, sur l'entraînement, aspect technique, mais plutôt sur les aspects tactiques. En gros, il faut qu'on parle tous le même langage. Il faut que les 15 joueurs qui sont sur le terrain puissent s'exprimer de la même manière et suivre les mêmes choix. Bon, ça, c'est le rôle des leaders de jeu, mais aussi notre rôle en amont, les entraîneurs, à pouvoir bien expliquer ce qu'on attend d'eux et qu'on soit bien tous d'accord sur les attentes. Est-ce que justement, depuis le recrutement de la dernière intersaison, il y a à peu près 1 an de cela, vous avez senti au niveau de l'évolution auprès de joueurs plus jeunes et justement le bienfait qu'ils ont apporté au niveau de l'ensemble de l'équipe? Bien sûr, c'était un peu l'objectif de ce recrutement, pouvoir permettre à nos joueurs formés au club et puis nos joueurs qui évoluent déjà depuis quelques années en équipe première, leur permettre d'être encadrés par des joueurs d'expérience. C'était avant tout notre objectif et leur permettre d'évoluer dans le bon sens et d'avoir les bonnes réponses au bon moment. On va regarder le tableau récapitulatif des résultats de ces playoffs tour avec donc la victoire de Nîmes face à Decazeville, Rodez qui l'emporte 12-10 face à Agde. On rappelle qu'au match aller, c'était un match nul qui avait bien départagé les 2 équipes 17 partout. Donc dans les quarts de finale, on redonne les quarts de finale de ces playoffs. Arras, Boulogne-Billancourt, Chambéry, Marseille, Nîmes, Rodez avec match aller à Kaufmann le week-end prochain et Agetmo, Rochefort. Quelle est votre appréciation sur, on va dire, les de finale, Jean-Michel? Voilà, on a un quart de finale, quel que soit le niveau, je crois que les équipes qui sont là ne sont pas là par hasard. Bon, on sait qu'on aura une grosse partie à jouer contre Rodez. On va se concentrer sur Rodez maintenant. Et après, on va essayer de cheminer petit à petit. Mais en tout cas, personne n'est là par hasard, je le répète. Et je crois que les équipes qui sont là, c'est les équipes qui ont eu le plus de constance et le plus de travail et le plus de résultats. À vos yeux, est-ce un désavantage d'entamer justement la phase aller à domicile? Alors, je le pensais, maintenant je me dis que bon, c'est pareil, il faut prendre les choses comme elles sont et s'adapter aux conditions plutôt que de les remettre en question. La nécessité pour se qualifier en fédéral, c'est finalement d'avoir un nombre de points suffisant et l'assurance aussi d'être ensuite en demi-finale. Là, c'est sûr, vous êtes en fédéral 1, c'est les points de passage obligés, on va dire. Voilà, il nous faut gagner ce quart aller-retour, donc première mi-temps à Nîmes, deuxième mi-temps à Rodez. À Rodez, ce sera donc le week-end. Avoir été présent sur ce plateau. On rappelle le rendez-vous à venir au Stade Kaufmann le week-end prochain, très précisément la date et l'heure. 15h30 dimanche prochain. Dimanche prochain, 15h30, bien évidemment. Les caméras de TV Sud seront présentes pour pousser justement le RCNG vers l'accession en Fédéral 1. Merci d'avoir été là avec nous. Excellente soirée à vous. Dans quelques instants, la météo et le journal présenté par Marlène Laroche. Prochain rendez-vous avec Sport Sud, lundi prochain avec, on le souhaite, une victoire des rugbymen nîmois. Très belle soirée sur TV Sud, au revoir.